Document RTL, près de 5 mois après son contrôle d'identité qui a mal tourné à Aulnay-sous-Bois, Théo prend la parole ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté cet entretien Théo. Bonsoir. C'était le 2 février dernier, donc dans le quartier de la Rose des Vents, à Aulnay-sous-Bois. Fin d'après-midi, un contrôle d'identité qui dégénère, 4 policiers qui vous violentent, l'un d'eux avec sa matraque qui vous blesse grièvement à l'anus, 3 sont poursuivis pour violence, un pour viol. L'affaire choque la France. Aujourd'hui, pour commencer, comment vous allez? Aujourd'hui, comment je vais? Si je vous dis que ça va, ce sera pas vous mentir. Je prends beaucoup sur moi étant donné la gravité de mes blessures. Je fais comme je peux, du mieux que je peux en tout cas. Du mieux que vous pouvez, vous avez passé 15 jours à l'hôpital, vous avez été opéré en urgence pour une déchirure anale de 10 centimètres, une perforation du côlon. Depuis, vous vivez comment? Vous vivez chez vos parents? Oui, je vis chez mes parents, mais c'est difficile parce qu'après, moi, de moi-même, j'ai pas envie d'inquiéter mes proches. Donc par conséquent, je souffre en silence ou tout seul de mon côté. Avec la poche, pour moi, c'est pas facile au quotidien, mais je fais avec et voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez encore, donc La poche. 4 mois après ce contrôle qui a dégénéré, vous avez toujours une poche, pour être clair, un anus artificiel. C'est ça, j'ai toujours la poche qui est là dans mon ventre. Voilà, c'est difficile, mais je dois faire avec et c'est mon combat, donc je dois rester debout. Ça, c'est physique et psychologiquement. Comment ça va? Psychologiquement, vous savez, j'essaie toujours d'être entouré de personnes, c'est-à-dire soit ma famille, soit mes amis, pour ne pas penser à cette histoire. Mais malheureusement pour moi, cette histoire me suit et me suivra toujours. Donc je dois faire avec et assumer les délits, quoi. Mais votre quotidien, c'est quoi? Avant ce qui s'est passé ce 2 février, on va y revenir évidemment sur les faits. Par exemple, vous jouiez en Belgique au football. Aujourd'hui, votre quotidien, c'est quoi? Vous avez une activité? Vous savez, aujourd'hui, je peux plus faire grand-chose physiquement. J'ai été très diminué, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc je me concentre pour faire des projets pour faire en sorte d'aider les jeunes. Et voilà, avant j'étais joué au foot, tout ça, j'avais un quotidien assez actif. Maintenant je suis plutôt dans... je regarde la télé, je suis un peu comme un vieux quoi. Je suis dans ma bulle et j'essaie de pas trop déranger les gens via mon histoire pour ne pas les inquiéter plus qu'ils ne sont déjà. Vous, vous êtes inquiet pour l'avenir. Votre vie a changé depuis le 2 février. Vous êtes un jeune homme, vous avez quel âge? 22 ans. Vous arrivez à vous projeter? Franchement, aujourd'hui, je me concentre plus sur ma convalescence qui est assez difficile. Lorsque j'irai mieux physiquement, je changerai à me projeter. Pour l'instant, je me concentre sur les choses que je peux faire. J'essaie de rester debout. Vous y pensez beaucoup à ce 2 février, à cette altercation que vous allez nous raconter maintenant. Vous y pensez beaucoup, c'est très présent. En fait, c'est pas que j'y pense beaucoup, mais c'est mon quotidien, en fait, cette histoire maintenant. Vu que à chaque fois que je sors dehors, moi, je vois le cap. Donc le cap fait forcément des flashbacks. Le Cap, c'est l'endroit où vous avez L'endroit été où interpellé. c'est celui-là. Mm. La nuit, je dors pas à cause de cette histoire, ça veut dire que j'y repense tout le temps. Depuis le 2 février, comme j'ai dit, j'ai pas eu une nuit complète. Une bonne nuit que j'ai passée depuis le 2 février, il n'y en a pas eu. À cause de la poche. Voilà, c'est-à-dire que dès que je me réveille le matin, je suis obligé de penser à cette journée-là. C'est contre moi, mais je suis obligé. C'est de la colère qui vous anime, c'est de l'incompréhension. C'est quel sentiment qui vous anime, Théo? Je me dis que tu es vivant. Tu auras pu y passer, tu auras pu mourir, mais tu es là. Le sentiment de colère, il est présent, mais pour ma part, il est inutile. C'est-à-dire, être en colère, mais tu peux pas exprimer ta colère, ça sert un peu à rien. Donc autant se relativiser et se focaliser sur les bonnes choses de la vie, plutôt qu'être se focaliser sur la colère et nuire à ta vie. Mais par exemple, ces policiers, vous allez nous raconter dans quelles conditions ils vous Mhm. ont interpellé. Vous leur en voulez ce soir? Oui, bah oui, c'est logique que je leur en veuille. Maintenant, je leur en veux, mais si c'était dans ma destinée que c'était écrit que ce 2 février 2017, j'allais subir cette violence, c'était écrit dans ma destinée. Vous êtes croyant en fait, Théo. Voilà, je suis très croyant en fait. On l'entend. Ouais, Donc, je suis très croyant. vous dites c'est peut-être votre chemin de vie Ouais, peut-être c'est ça en fait. d'une certaine manière. Alors dans ce chemin de vie, ce 2 février 2017, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À quel moment vous êtes fait interpeller et comment? En fait, je vais vous expliquer l'histoire, mais sachez que c'est pas une facilité pour moi d'expliquer à chaque fois cette histoire, c'est pas une bonne chose, mais je vais vous le dire. Ce 2 février-là, c'était que ma soeur m'a appelé et elle m'a dit, Théo, il faut que tu ramènes des chaussures à ma copine qui travaille au Cap, le lieu qui est à côté de chez moi. Je me suis dit, moi, je vais faire un aller-retour rapide Mhm. pour regarder ma série. Lorsque je vais au Cap, là, il y a deux personnes que je vois en général en particulier, mais qui n'étaient pas présentes ce jour-là. Donc, par conséquent, je fais un signe de la main aux personnes qui étaient présentes au Cap. Et là, je me dis, bon, ça te coûte rien, de toute façon, je vais leur serrer la main et je repars dans mon chemin, quoi. Et en allant là-bas pour leur serrer la main, il y a les quatre policiers qui encerclent le secteur.
et qui disent tous contre le mur. Donc moi j'ai mes écouteurs, donc j'essaie quand même de partir parce que j'étais pas trop là quoi. Et le policier il dit d'un ton agressif, en gros tous contre le mur. Là je vois qu'il a pas l'air de rigoler, il a une matraque à la main. Donc je retire mes écouteurs, il dit allez sortez vos papiers d'identité. Moi je dis j'ai pas la mienne. Celui qui est à côté de moi il dit il a pas la sienne non plus. Et là le policier il met une baffe, il dit je vais prendre 400 € d'amende parce qu'il a crié pu. Puis c'est donc pour prévenir que la police Oui, était là, puisque ça c'est c'est en ça. banlieue c'est souvent comme ça Hum, que ça peut se passer, pour prévenir que la police arrive. Voilà. C'est un peu un signal pour les autres. C'est ça, et là, moi, j'ai pas entendu parce que j'avais mes écouteurs. Mais le policier veut en savoir. Et là, moi, je tire le petit vers moi en disant au policier, ça sert à rien de le frapper parce que vous allez envenimer les choses. Dès à ce moment-là, il y a un policier qui est derrière, qui vient vers moi et qui me dit, tu vas faire quoi d'un ton provocateur et qui m'assène d'un coup. Lorsqu'il met le premier coup, il y a un troisième policier derrière qui charge de caser tout le monde pour que tout le monde puisse partir et qu'il puisse retenir que moi contre eux quatre. Pourquoi vous? Donc il gaze les autres, Oui, et pourquoi vous? Parce que vous étiez insolent, Théo? Non, pas du tout. En fait, il m'a déjà mis le premier coup. De peur, comme ils étaient plus nombreux, comme on était plus nombreux qu'eux, eux ne voulaient pas que ça dégénère vraiment. Donc ils ont préféré gazer les autres pour qu'il puisse y avoir que nous quatre, nous cinq derrière le mur. Et là, le policier il m'assène des coups et tout ça. Donc là, je me débat comme je peux parce que je me dis, là où je suis, il n'y a pas de caméra. Donc ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Autant aller où il y a les caméras, comme ça, au moins ce sera filmé. Et là, dès que j'arrive vers les caméras, il m'arrache mon sac et je dis au policier, mais vous avez arraché mon sac, tout ça. Ils disent, on s'en fout. Il m'insulte, il vient encore brutalement vers moi. Le policier qui me ramène au sol, gaz lacrymogène, coup de matraque dans la tête. Il met des coups, il m'insulte. Et là, moi, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça, pas de réponse, que des insultes. Et là, les policiers qui cherchent encore d'éloigner la foule. Et là, il y a un policier qui revient vers moi. Et donc, je les vois au-dessus de mon épaule gauche. Il prend sa matraque à la main. Et là, il enfonce sa matraque dans mes fesses. À ce moment-là, moi, je tombe au sol, plus de force. Lorsque je suis au sol, ils mettent les menottes, ils mettent des petits coups. Il y a un policier qui dit non, on frappe pas ici, il y a les caméras, on va aller faire sa fête derrière le mur. Et là, il me relève, et il me rend mon pantalon, il me ramène derrière le mur, il me met au sol, il me frappe encore. Il rebaisse mon pantalon encore, je sais pas comment ça se fait. Là, quand vous dites il baisse mon pantalon, puisque Hum, vous savez bien que tout se joue là-dessus, puisque un viol, ça doit être intentionnel. hum, Pour vous, cette matraque qu'il vous enfonce dans les fesses, hum. c'est fait de façon Oui, intentionnelle. c'est Pour intentionnel. l'IJPN, la police des polices, la finalité, les conséquences de ce geste n'étaient pas intentionnelles, car il visait la cuisse pour faire plier la jambe de l'intéressé. Non, non, c'était intentionnel et c'était visé et intentionnel. Car j'ai bien vu le geste et c'était vraiment visé et intentionnel dans le but de faire mal et de blesser. Ça, c'était vraiment intentionnel. Derrière le mur, ils m'ont encore frappé. D'ailleurs, ils l'ont dit, même dans la voiture. Lorsque j'étais derrière le mur, ils m'ont frappé. Il y a un grand qui est venu pour regarder ce qui s'est passé. Et là, le grand, il dit, moi, je vais voir qu'est-ce que vous allez lui faire. Et là, le policier lui répond, toi, va là-bas, va-t'en, tout ça pour qu'il puisse me frapper en paix. Et là, le policier a vu que le grand, il insistait trop. Il a dit, allez, on le ramène dans la voiture. Et lorsque j'arrive dans la voiture, il commence à m'insulter. Il met des coups, il me crache dessus, insulte raciale. Et arrivé au poste, il y a le policier qui dit, ouais, mais t'as raison, il signe du fion, tout ça, nan, nan. Il rigole, il se moque de moi, ils sont contents. Il me ramène dans le poste, il voit bien que j'arrive pas à m'asseoir, tout ça. Et là, le policier n'en a rien à foutre, il rigole, avec ses collègues. Mais il y a un policier qui est là-bas sur place qui voit que j'étais vraiment pas bien. Il a vraiment vu que là, ça allait pas. Il a dit, là, faut appeler les pompiers, là, il est vraiment pas bien. Et le policier qui a dit non, il fait semblant et tout ça, nan, nan. Il a quand même appelé pour les pompiers. Les pompiers sont arrivés, ils ont dit, ils ont fait des fesses. Ils ont dit, après, j'ai beaucoup de sang, tout ça. Ils m'ont ramené dans le camion et ils m'ont ramené à l'hôpital. Ces policiers, précisément, Théo, vous les connaissiez? Vous aviez des mauvais rapports avec eux? Je connaissais pas les policiers personnellement, mais de réputation. C'est-à-dire de répétition. C'est-à-dire que ils ont déjà frappé plusieurs personnes dans mon quartier. Voilà, ils sont réputés pour amener les gens, frapper les gens au parc et les laisser là-bas, voilà, dans un état assez critique. Et ils s'en vont comme ça, et ils font ça souvent. Ils font ça souvent. Ce que vous nous dites, Hum, ces quatre policiers-là, pas simplement celui qui vous a donné ce coup de hum. matraque, ils sont réputés dans votre quartier Et pour avoir des relations violentes avec les jeunes qu'ils c'est interpellent. ça, exactement. Et ils sont représentatifs des policiers d'Aulnay, ou alors ces quatre brebis galeuses selon vous? Nous, en tout cas, on a l'habitude de voir beaucoup de policiers qui nous narguent. Voilà, comme je vous dis, après cette histoire, les policiers d'année qui passent aujourd'hui, ils me narguent aussi. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire, ils viennent là où je suis, et ben, ils vont freiner, ils vont rigoler sur moi. Ou ils vont passer, ils vont montrer leur matraque en rigolant, ils disent passez le bonsoir à Théo, tout ça. C'est ça qu'ils font encore aujourd'hui. Ça veut dire que malgré que les quatre ne soient plus là,
mais c'est d'autres qui les remplacent et qui font aussi du mauvais travail, quoi. Mais vous, avant, quel était le type de relation que vous avez avec la police? Vous étiez, pour faire simple, Mm. un bon garçon ou alors vous étiez un embrouilleur Non, moi, à Aulnay? je me suis jamais fait contrôler de ma vie. Pour vous dire, j'ai pas du tout d'embrouille avec la police. Je connais aucun policier. Moi et la police, on ne se connaît pas et c'était mieux comme ça. Mais quand le policier qui vous a donc violenté dit que vous l'avez attrapé au niveau du col avant que la situation ne dégénère complètement, que ce lieu, le lieu du Cap, c'est un lieu de deal, grosso modo, il essaye de vous faire passer Voilà. pour Mais plutôt un jeune délinquant voilà, avec une interpellation voilà, qui c'est son s'est but. mal passée. Mais C'est vous dites que tout ça, ce n'est c'est pas la faux. réalité? C'est faux. Parce que franchement, ils sont quatre policiers armés. S'ils n'arrivent pas à faire face à un seul être humain, franchement, voilà. Ils avaient quatre, et leurs armes, ils les ont utilisées. Voilà, la preuve est là. Mais vous, jusqu'à là, vous n'aviez jamais eu affaire à la police? Jamais. Jamais. Hum, Ni vous, ni votre famille, puisque dans la même hum. séquence, entre guillemets, puisque maintenant on appelle ça comme ça, on a eu des choses sur votre frère Théo, qui vous accompagne ce soir, pour nous expliquer qu'il avait eu des galères avec la justice. Là-dessus, ça vous inspire quoi? Grosso modo, qu'on essaye de créer un doute Voilà, autour ils de la veulent- famille, ils veulent- de vous et de votre famille. C'est ça, en fait, ils ont pour objectif de salir la famille. C'est ça qu'ils veulent faire. Maintenant, moi, mon frère, je sais ce qu'il en est. Je sais qu'il a travaillé. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Comment vous expliquez que c'est pu dégénérer comme ça? En fait, je vous explique que dans la voiture, les policiers ont dit qu'ils avaient pour but de casser des gueules. C'est ça qu'ils nous dit clairement, mot pour mot. Ils ont dit on a voulu pour but de casser des gueules et c'est chose faite. Et un policier qui a dit, mais je t'avais dit on a choisi du Cap, je t'avais dit que le Cap serait une bonne chose pour nous. C'est-à-dire que eux, quand ils roulent, ils voulaient clairement frapper quelqu'un. C'est-à-dire que eux, l'intention déjà était là depuis Vous le pensez début. vraiment que l'intention de la police, c'est de taper des jeunes de Non, banlieue? la police, pas la police en général. En tout cas, cette police-là avait l'intention de taper des jeunes de banlieue. Quand ils me crachaient dessus, ils l'ont bien dit, rigolé, ils ont fait un snapchat. Ils étaient fiers d'eux. Parce que pour eux, c'était comme un trophée qui est ramené au commissariat. C'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est comme Vous, ça que pendant je l'ai vécu. l'interpellation, vous ne les avez pas insultés, Pas vous ne les insulté. avez... ouais. Vous voyez toute l'interpellation pour vous dire à quel point j'étais courtois. Vous étiez à l'hôpital après tout ça. Vous avez vu que la banlieue s'est embrasée pour dénoncer ces violences policières. Comment vous avez vécu ça? Votre quartier, qui était dans la rue, de temps en temps de façon violente, là cette fois on l'a vu, pour dénoncer ce rapport compliqué, conflictuel avec la police. Quand j'ai fait dans le CAM, j'ai vraiment appelé au CAM dans le but d'appeler au CAM. Parce que je ne veux pas que les banlieues, il y a des gens qui vont en prison à cause de cette histoire-là ou quoi. Il faut que cette histoire serve de leçon pour tout le monde. Mais il faut que ça soit bénéfique pour nous. Moi, je veux on veut tout ce qui est du changement, mais autant les faire dans les règles. Ça veut dire que nous, dans l'action qu'on veut mener, c'est des choses concrètes qui vont vraiment faire changer les choses. Parce que vous, aujourd'hui, si vous reprenez la parole aujourd'hui, c'est que votre but, c'est de pacifier les relations entre la police et les jeunes de banlieue, faire en sorte qu'il y ait une meilleure relation entre les jeunes de banlieue et la police? Pacifier, je pense pas que j'en ai le pouvoir. Mais après, si il peut y avoir une relation qui permet d'éviter ce genre de dérapage, pourquoi pas? C'est ça, c'est le but que je recherche aujourd'hui pour ne plus. Et je veux plus que demain il y ait un autre Théo qui se fasse violer par la police et qui après, voilà quoi, il va à l'hôpital pendant 15 jours et après tu t'arrives même pas tu vis plus comme avant quoi. Vous nous décrivez des policiers qui sortent clairement de leur rôle ce soir. Est-ce que vous reconnaissez aussi, pas vous manifestement, mais que cette police, peut-être pas ces quatre-là, mais ils sont aussi confrontés de temps en temps à des grosses difficultés en banlieue, des jeunes qui sont compliqués aussi à pouvoir contrôler. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est un climat qui est favorable, entre guillemets, à ce que ça s'embrase. Oui, mais après, lorsqu'on va à la police, c'est que c'est pour faire face à ce genre de situation justement. Si on n'arrive pas, nous-mêmes les policiers, à se contrôler face à ce genre de situation, ben, qui va le faire? Parce que c'est vous, l'image de l'ordre. Si vous-même vous dérapez, comment nous, on ne va pas déraper? Vous faites confiance, vous, ce soir, à la police, Théo? Moi, je fais confiance à mon avocat. Maître Éric Dupond-Moretti, Voilà. ça puisque l'affaire est en justice, hein, donc pour que ces 4 policiers soient condamnés. C'est ça, exactement. Après, la police, personnellement, je n'ai pas eu encore besoin d'eux dans ma vie. Voilà, et si j'ai besoin d'eux, je vais les appeler. Dans tous les cas, pourquoi je n'appellerai pas la police? C'est eux qui sont censés rétablir l'ordre. Donc l'institution police, aujourd'hui, à part ces 4-là, vous lui faites confiance. Les policiers que j'ai vus à l'hôpital, je leur fais confiance. Voilà, comme j'ai dit à Dominique Rézet, la police, c'est une famille. Donc si c'est une famille, comme ils le disent souvent, ben, ils vont se couvrir mutuellement. Parce que si en vérité, la police était vraiment juste, tous les policiers seraient partis se positionner dans cette histoire. Si les policiers ne parlent pas,
C'est qu'il d'un côté, ils préfèrent garder le silence pour ne pas frustrer les autres policiers. Donc vous dénoncez d'une certaine manière le fait qu'ils se couvrent les uns Voilà, les autres. exactement. Et vous attendez que la justice, aujourd'hui, finalement, dise les choses une fois pour toutes. Exactement, c'est ça. Et ensuite, pour vous, Théo, comment vous imaginez la suite? Franchement, comme je vous ai dit, je me concentre sur mes projets avec mes frères et sœurs. Si un jour j'arrive à changer ma poche, peut-être que je reprendrai le sport, mais bon, comme c'est pas sûr, c'est pas des ambitions que j'ai. Voilà, j'ai préféré tirer une croix dessus plutôt que de m'imaginer de reprendre le sport, tout ça, pour avoir une bonne nouvelle. Moi, si c'est pessimiste, j'étais déjà pessimiste depuis le début. Merci beaucoup, Théo, de votre témoignage ce soir sur RTL. Merci beaucoup. De rien. Et bon pas de souci. courage. Merci.